Il y a l'information du matin, elle est importante. 18 morts au Liban, 4 soldats de Tsahal tués. Tout le Liban doit brûler, a dit un ministre israélien. Il s'agit du plus lourd bilan publié depuis l'annonce de la conclusion de l'accord lundi, qui prévoit un cessez-le-feu sur tous les fronts, y compris au Liban. Nous ne sommes pas ce matin avec Vincent Hervouette, mais manifestement, on peut interpréter ça en disant que Netanyahou défie Donald Trump. Et ce ne sera pas sans conséquences, forcément. Non, et il ne semble pas vouloir la paix, et je le regrette profondément, parce que cette paix est indispensable au Moyen-Orient et au Liban, évidemment que le Hezbollah doit être désarmé, mais je ne crois pas que ce qu'il est en train de faire en ce moment, c'est-à-dire bombarder sans cesse le Liban, construise un avenir de paix entre Israël et le Liban. Je pense que tout ça est contre-productif, et quand j'entends des mots comme celui que vous avez cité du ministre israélien, il faut que le Liban brûle, ça me choque profondément. Je pense à tous les Libanais, j'en connais beaucoup, et je comprends qu'ils soient heurtés. Ces mots sont choquants, après inadmissibles. Voilà. Effectivement, après, le Hezbollah a colonisé le Liban, et Tsahal a trouvé de nouveaux tunnels, la préparation d'un nouveau 7 octobre. C'est-à-dire qu'on n'en sortira pas. Votre avis est trop radical, me semble-t-il, Génie Bastier, parce que si vous vous placez du côté israélien, c'est quasiment inaudible. Moi, je veux la survie d'Israël, et je pense que ce qu'est en train de faire Netanyahou et ce que sont en train de faire certains ministres israéliens, c'est de mettre en péril, justement, la survie d'Israël en se mettant à dos toute la communauté internationale. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a une partie de la jeunesse, même républicaine, qui est en train d'être anti-israélienne, et c'est profondément préoccupant. Il y a beaucoup d'Israéliens, d'ailleurs, qui pensent comme moi. Ils viennent de trouver des tunnels. Bien sûr. Encore. Pour la destruction de ce peuple d'Israël. Le gruau du roi. Un adolescent de 15 ans a été mis en examen pour assassinat après la mort d'une femme de 86 ans. Le jeune homme a reconnu les faits. Il éprouvait un besoin viscéral de faire mal. Voilà ce qu'il a dit. Voyez le sujet d'Anaïs Baucher. Une semaine après le meurtre d'une octogénaire par un adolescent de 15 ans, la procureure de Nîmes a tenu une conférence de presse. Objectif de cette rencontre, expliquer le profil du suspect, un mineur jusque-là sans histoire. Il s'agissait d'un plutôt très bon élève, d'un jeune homme qui ne posait pas de difficultés, qui avait des amis, qui vit dans un milieu familial étayé. En garde à vue, le jeune homme a expliqué souffrir d'une mise à l'écart au sein de son milieu familial, un isolement qui aurait conduit à son passage à l'acte, malgré les tentatives vaines de ses parents de lui trouver un accompagnement psychologique pour le soutenir. Il exposait avoir eu ce besoin viscéral de faire mal, en raison d'un ressenti d'une profonde injustice à son encontre dans le milieu familial. Une agression préméditée, d'une violence inouïe. Il déclarait avoir prévu cette agression le jour même, en préparant la mise à disposition de la perceuse dont il s'était doté dans le matériel familial, en la cachant en amont, non loin du lieu des faits dans un buisson. Des investigations seront bientôt réalisées par des psychiatres et des psychologues pour déchiffrer la personnalité du mineur. On va vraiment avoir besoin d'experts pour tenter de nous aider à comprendre comment on bascule de difficultés en âge de pleine adolescence à une telle scène de violence. La procureure a indiqué que le suspect avait été présenté hier à un juge d'instruction pour une mise en examen du chef d'assassinat et fait l'objet d'un placement en détention provisoire. Il encourt une peine de 20 ans de prison. Il va dans une prison avec des adultes, ce jeune homme de 15 ans ou... Non, mais c'est une prison... Un EPM, on appelle ça un EPM. Ouais. Un établissement pour mineurs. Oui, mais c'est aussi strict que c'est une prison, c'est-à-dire que vous êtes enfermé toute la journée. C'est-à-dire que la prison des mineurs est totalement isolée de celle des majeurs. C'est une enceinte différente. Mais par exemple, à Paris, il y a une prison des mineurs ? Oui, bien sûr. Vous savez, elle est... Je ne sais pas où elle se trouve, mais bien sûr, il y a à peu près, en France, je crois, à peu près 1 millier de places pour les mineurs dans ces EPM. Mais 15 ans, c'est l'âge, j'imagine, c'est le plus jeune criminel de France. Il y en a eu d'autres. Pas convaincu. Non, il doit y en avoir d'autres. En tout cas, qui ont suspecté d'un homicide, j'imagine, à 15 ans, des jeunes gens de 15 ans, qu'on suspecte d'un homme. Elias, ils étaient plus vieux, je crois, non ? Ils avaient 16 ans, non ? 16, oui. Parce que là, on est sur un âge 15 ans, homicide. Oui. Petit Mathis qui avait été tué aussi, je crois qu'il était plus jeune, qu'il avait 13 ans, le tueur présumé. Non, il y a d'autres cas, malheureusement.
Mais bon, là, ce qui surprend, c'est son profil, parce que d'un côté, on nous décrit un jeune homme de 15 ans, collégien en 3e, bon élève, qui n'a pas eu jamais affaire ni à la justice, ni à la police, et qui se retrouve à massacrer cette dame de 86 ans, Jacqueline. C'est ça qui surprend, et avec un geste qui paraît prémédité, puisqu'il s'est servi d'une perceuse qu'il avait mis de côté exprès le jour même pour s'en servir. Il s'était ganté, il avait masqué son visage. Donc il y avait vraiment une intention une préméditation qui me semble apparente et une intention de tuer. Il n'a laissé aucune chance à cette pauvre dame. Et ce qui est terrible, en fait, ce qui est terrible, c'est le mot besoin. C'est même pas besoin viscéral de faire du mal à 15 ans. Alors, vous avez été juge d'instruction et la chaleur qu'il y a aujourd'hui est peut-être propice à des folies, des actes de folie. Je lisais ce matin, je le disais tout à l'heure sur Europe 1, un homme de 81 ans a été placé en garde à vue après la mort d'un joueur de pétanque lors d'une altercation mercredi sur un boulodrome de Mimizan dans les Landes, a indiqué jeudi le parquet, confirmant une information du journal Sud-Ouest. Selon Alexa Dubourg, procureure de la République à Mont-de-Marsan, le suspect aurait porté un coup de boule à pétanque à la victime, un homme de 68 ans, au cours d'une altercation qui a dégénéré physiquement entre deux groupes de joueurs rivaux de cette station balnéaire du nord des Landes. Et je lis cette information dans le Figaro ce matin. Il existe une méga rivalité entre les joueurs de pétanque de la plage et ceux du bourg. Il y a 5 km de distance, mais je ne pensais pas à ce point-là, a déclaré à l'AFP par téléphone un riverain proche de boulistes de la commune. Oui. Et je peux trouver dans cette explication une sorte de folie que provoque la chaleur. Et ce week-end, où il va faire particulièrement chaud, faisons attention sur la route, faisons attention en déplacement. Est-ce que ce que je dis est possible ? Je ne crois pas. La chaleur n'a rien à voir là-dedans. Non, moi j'ai été procureur à Pointe-à-Pitre. J'ai pas de souvenirs, il n'y a pas plus de crimes ici qu'ailleurs, et pourtant il y fait très chaud. Je crois qu'il ne faut pas trop aller chercher ce genre d'explication, me semble-t-il. Bon, Monsieur Bardella a pris la parole sur la polémique sifflée la Marseillaise, et je vous propose d'écouter ce qu'il a dit. C'est Bali Bagayoko, je vous le rappelle, qui trouvait que siffler la Marseillaise, c'était possible lorsque la France n'a pas été à la hauteur de ce qu'elle doit être. Écoutez. Ces déclarations sont choquantes. Elles émanent d'un élu, mais plus largement d'un parti politique qui n'aura jamais une occasion pour exprimer son mépris à l'égard de la France et sa volonté de fracturer la société. Je pense que la France insoumise porte en elle un projet politique qui vise à remettre en cause l'ordre public, qui vise à remettre en cause notre histoire et qui est extrêmement dangereux pour la cohésion nationale. Et j'appelle les Français à regarder les déclarations des dirigeants de la France insoumise avec beaucoup d'intérêt parce qu'ils portent en eux les germes de la division de la société française. Alors, c'est intéressant ce que dit Jordan Bardella, parce que ce matin, qui a pris la parole, pas Thibault de Montbrial d'ailleurs, c'est le président du CRIF, Jonathan Arfi, qui a pris la parole, puisque Jean-Luc Mélenchon avait parlé du dîner du CRIF. Encore c'est une de ses obsessions. Jean-Luc Mélenchon dit que le CRIF est à l'origine de l'interdiction du concert qui était prévu dimanche pour la fête de la musique. Il met en accusation Jonathan Arfi et Ariel Veil, qui est le maire de Paris-Centre. Donc on a tous compris le sous-entendu. Thomas Porte l'a explicité. Enfin bref. Bon, écoutez Jean-Luc Mélenchon et on va écouter la réponse de Jonathan Arfi. Monsieur Jonathan Arfi, qui est le président du CRIF. Le CRIF, c'est bon, c'est le CRIF. Et c'est un machin d'extrême droite. Et où tous les ans, tous les ministres défilent pour aller bouffer. On paye 800 balles pour aller bouffer là-bas, mais les impôts vous en rendent 60%, donc ça va quoi. Le CRIF est un machin d'extrême droite. J'assure, c'est une honte. C'est gravissime. Là, le CRIF est un machin d'extrême droite. Et en plus, le CRIF, précisément, le CRIF sur le Rassemblement national a des distances très très importantes depuis toujours, et le CRIF est plutôt de gauche. Oui. Mais ça devrait... mais plus rien ne choque dans la société française. Plus rien ne choque. Et Jean-Luc Mélenchon peut dire ce qu'il veut. Il y a une partie de la population qui approuve ce discours.
Voilà, c'est un machin d'extrême droite. Et il est reçu. De la France Insoumise le pense. Oui. Non, mais hier, il était reçu en majesté sur France Télévisions. Et en fait, tu as deux Mélenchon. Quand il vient sur France Télévisions, sur TF1, mais le journaliste ne lui remet pas cela. Il devrait lui dire voilà, je vais vous passer la séquence. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a une forme de soumission, d'indulgence, de privilège rouge avec Jean-Luc Mélenchon qui est invraisemblable quand même. Jordan Bardella réagit, on l'a entendu, il a raison dans ce qu'il dit, mais ils sont où les autres? Ils sont où François Hollande, il pourrait réagir, par exemple. Mais vous avez raison. Dans le bloc central, on pourrait avoir des réactions. Il y a eu Antoine Armand, mais c'est le seul pour l'instant. Vous avez raison. Dans le discours de Jean-Luc Mélenchon, il y a plusieurs strates qui sont toutes, en fait, dans un espèce de champ lexical antisémite. Déjà, il écorche le nom de Yonatan Arfi, premièrement. Ensuite, il parle en gros du lobby juif qui tient les ficelles de la préfecture, qui interdit le concert. Ensuite, il parle du dîner du CRIF qui coûte 800 €. Donc, il y a l'idée d'argent derrière. Il y a tout. C'est un tout passionnément antisémite. Et bien, malgré cela, s'il y a un second tour entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, ou Jordan Bardella, beaucoup de gens de gauche, malgré ça, voteront Jean-Luc Mélenchon et penseront que le diable est précisément Marine Le Pen ou le Rassemblement national. Parce qu'ils ont été fabriqués depuis toujours sous ce logiciel. Yonatan Arfi était ce matin sur l'antenne de CNews et il a répondu. Jean-Luc Mélenchon nous a habitués sur ces sujets-là à faire du Jean-Marie Le Pen, à pointer fondamentalement les Juifs en imaginant que les Juifs tirent les ficelles du pouvoir. C'est du complotisme antisémite et Jean-Luc Mélenchon en a fait au fond une marque de fabrique. C'est pas la première fois qu'il le fait et il continue à penser d'une certaine manière que s'il n'y arrive pas, ce serait parce que derrière, en coulisses, certains l'en empêcheraient et cela serait évidemment les institutions juives. Ce qui est vrai, c'est que la gauche ne réagit pas, André Vanni. La gauche ne réagit pas. La gauche laisse faire. On l'a dit d'ailleurs lorsqu'on a parlé du vote à l'Assemblée nationale cette semaine sur la loi Philippine. Les 62 députés du PS, dont François Hollande, ont voté cette loi dite Philippine. Et contre. Voilà, oui, était contre cette loi philippine. Et la gauche ne réagit pas. Et souvent, je vous le dis, je ne comprends même pas. Parce qu'il y a une place pour la social-démocratie, il y a une place pour la gauche républicaine, il y a une place pour François Hollande, il y a une place pour Glucksmann, il y a une place pour tous ces gens-là qui incarnent un courant, c'est la gauche danoise, qui incarnent ça et qui ne veulent pas monter au créneau pour dire c'est inadmissible. En fait, de dire le CRIF est un machin d'extrême droite, mais toute la gauche, Jérôme Guedj n'a rien dit. Et il est aux premières loges. Il est souvent au dîner du CRIF, Jérôme Guedj. D'abord, j'aime beaucoup l'expression de M. Arfi sur le complotisme antisémite. Je trouve que la formule est assez bien vue. Quand vous dites que la gauche républicaine, social-démocrate, socialiste, responsable, enfin bref, la gauche que j'aime ne réagit pas, ce n'est pas vrai. Moi, je peux vous citer des dizaines de discours de Glucksmann, de Hollande, de Guedj, où ils dénoncent le communautarisme antisémite de la France insoumise. Mais ils ne vont pas le faire tous les jours, chaque fois que Mélenchon tient ce genre de propos. Mais pourquoi puisqu'ils le font... Ils le font dans leur discours, lorsqu'il y a un congrès, mais pourquoi? Puisqu'ils le font quand quelqu'un d'autre dit quelque chose qui les choque, et notamment à droite, ils le disent immédiatement. De la même manière, la presse. Où est la presse française? Où est la presse française sur de dire le CRIF est un machin d'extrême droite? Où est la presse française? Elle est collabo. Non. Ben si, je ne peux pas vous dire autre chose, elle collabore. Mélenchon est tellement, nous a tellement habitués à des dérapages comme ça, qui fleurent l'antisémitisme, qu'on ne va pas réagir chaque fois en montant au créneau. Cet argument est extraordinaire. Il faut le faire de temps en temps, de façon très forte. Comment? Cet argument est extraordinaire. Il faut le faire de pied à pied. Je veux dire, c'est... Il y a la même chose sur le RN. Le CRIF. Il ne faut pas réagir si le RN faisait des dérapages comme ça. Il faut avoir de temps en temps des discours bien sentis, bien structurés. Je le répète, Hollande, Glucksmann, Olivier Faure et d'autres ne manquent jamais de dénoncer le communautarisme antisémite de la France. Mais je vais vous dire, il est en ce que je trouve, moi je vais faire une critique à Yonatan Arfi, c'est qu'il arrive à mettre le nom de Le Pen dans sa critique de Mélenchon. C'est ça que aussi je remarque. C'est toujours de renvoyer dos à dos
Et c'est la seule critique, et je le fais avec affection, parce que Jonathan Arfi, souvent on a eu des discussions sur ce sujet, mais il arrive à glisser le nom Le Pen dans sa critique de Mélenchon. Parce que c'est aussi dans le logiciel et dans l'ADN du CRIF. Ce que je peux d'ailleurs comprendre l'écrasante majorité des Français de confession juive dans notre pays. Hein. Ils ne sont pas du tout sur cette longueur. Donc je lui fais une critique amicale, bien sûr, parce que je partage évidemment ses craintes, ses peurs, ses angoisses pour les Juifs français. La seule question qui se pose, c'est très court, la seule question que je pose par rapport à la nazification à tout prix, parce que là, Jean-Luc Mélenchon nazifie le CRIF en disant que le CRIF est d'extrême droite, que serait la France insoumise s'il n'y avait pas eu le 7 octobre ? C'est la seule question que je pose. Le concert de la France insoumise, alors on va écouter de nouveau Jean-Luc Mélenchon, parce que ce concert, mais chaque jour, c'est le grignotage, chaque jour. Et effectivement, si tu ne réponds pas, et peu de gens répondent, effectivement, tu es grignoté. Écoutez ce qu'il dit et je vous donne la parole, Thomas. Nous, on a demandé à pouvoir faire une fête de la musique antiraciste, place de la République, d'accord ? Des événements, c'est pas la première fois qu'on fait une fête de la musique dans un endroit très, très passant. L'année dernière, c'était le long du canal Saint-Martin, ça s'était super bien passé. L'année d'avant, c'est je sais pas où. Là, on a dit, compte tenu de l'année, on va faire un grand truc antiracisme. Ne dites pas qu'il n'y a pas eu dans le passé des concerts antiracistes que le Parti socialiste voyait d'un bon œil, non ? On n'a pas oublié quand même. Alors donc, si les crétins qui entourent le maire de Paris actuel pouvaient garder pour eux leurs commentaires, ça nous ferait de l'air. Parce que quand ils ont dit « Ah, mais fallait bien qu'ils s'y attendent !» Si Zemmour avait fait un concert pro-nazi, à la Concorde, tout le monde aurait crié « Pardon, vous comparez un concert antiraciste à un concert nazi ? Vous en êtes là, la bande qui entoure M. Grégoire ?» Voilà, donc on nous a interdit. Thomas Bonnet. Mais il tient en fait la gauche. Il tient la gauche, Jean-Luc Mélenchon, et c'est pour ça que moi je trouve ça dommage que la gauche ne réagisse pas. Parce qu'en effet, vous avez Jérôme Gage qui réagit, et Jérôme Gage, juste après avoir réagi et condamné, il dit s'il y a un second tour Mélenchon-Le Pen, je voterai Mélenchon. Donc en fait, c'est inefficace. Et là, moi j'ai vu dans l'Express que Emmanuel Macron dirait à ses interlocuteurs qu'il a une certitude sur le second tour 2027, c'est que Jean-Luc Mélenchon y sera. C'est ça que dit Emmanuel Macron aujourd'hui, parce que la réalité politique de la gauche, elle donne la dynamique à Jean-Luc Mélenchon. Et c'est vrai que je crois aussi, moi, à ce courant social-démocrate, mais que je ne vois pas se matérialiser suffisamment fort. Tous les hommes du gouvernement disent aujourd'hui qu'il sera à 24. 21, 22, 23, 24. C'est ce qu'ils disent off, les ministres, Emmanuel Macron. Ils disent, voilà, c'est ce qu'ils disent. Jean-Luc Mélenchon sera à 21, 22, 23, 24. Ce qui est intéressant, et je pense que cette volonté d'organiser la fête de la musique en est le symptôme, c'est la puissance de Jean-Luc Mélenchon chez les jeunes. La jeunesse, qui est capable d'organiser un événement aujourd'hui avec des jeunes qui, on les voit sur les réseaux sociaux, ils sont extrêmement bons. Ils font des maillots de foot pour la Coupe du Monde de foot, ils font des jeux vidéo, ils organisent la fête de la musique. Ils ont quand même faut le dire, une stratégie à l'égard de la jeunesse qui est on le sait, qui est une catégorie de la population qui vote peu, mais si elle se met à voter, elle votera dans une écrasante majorité pour Jean-Luc Mélenchon, et ça peut effectivement faire grimper les points qui lui manquent pour être au second tour. Thibault de Montbrial a pris, je crois, la parole également ce matin, et il a parlé de cette fête de la musique. Tout ce qui représente la République, et même plus largement la nation, tout ce qui représente la France, tout ce qui incarne la France au premier rang, desquelles institutions sont les forces de sécurité intérieure, la police et la gendarmerie, sont des ennemis pour la France insoumise, bien sûr. Ils font des appels du pied à tous les gens qui sont dans une logique personnelle ou structurelle ou ethnique, insurrectionnelle et anti-française, pour que le jour venu, sur une étincelle que soit ils déclencheront, soit qui sera déclenchée par un événement extérieur, il y ait la possibilité de très grandes manifestations qu'ils s'arrangeront pour transformer en émeutes et donc en actes de très grande violence. André Valigny, c'est un secret pour personne que vous êtes un proche de François Hollande. J'allais vous dire où en est sa candidature possible et ce qu'il agrège autour de lui, des réflexions, des hommes, et pourquoi pas pour porter effectivement cette parole qui est importante en France. Oui, je vous le confirme, il se prépare, il l'a dit lui-même dans la presse écrite, il se prépare, il reçoit beaucoup de monde, des ambassadeurs, des diplomates, des hauts fonctionnaires, des responsables associatifs, des socialistes bien sûr, des parlementaires, des ministres, des anciens ministres. Il se prépare et je pense que
son expérience, sa sagesse et son expérience peuvent faire la différence. Glucksmann a des qualités, il représente la nouveauté, il est moderne, entre guillemets, je ne sais pas trop ce que ça veut dire en politique, mais enfin, Olivier Faure doit penser aussi qu'il peut représenter le PS, mais je pense qu'à la fin, la différence se fera sur l'expérience, la gravité. C'est un mot qu'il emploie souvent actuellement en Hollande. Il faut de la gravité, surtout dans le contexte international. Il n'a jamais été abusé par Poutine, jamais abusé par Trump. Il a tenu la barre face au terrorisme, au Sahel, notamment au Mali. Donc il a vraiment une expérience, une profondeur, une gravité qui peut faire la différence.